La France compte 1 400 000 chasseurs. Après le football, la pratique cynégétique est le deuxième loisir national. Et même si elle a perdu 600 000 pratiquants depuis 30 ans, la chasse reste une passion qui pousse ses adeptes à se comporter sans cesse comme de nouveaux acheteurs. Pour se permettre de chasser avec ses amis comme ici dans l'Oise, le chasseur est prêt à tous les sacrifices. Et il doit souvent dépenser avant même de penser à partir sur le chemin de la traque. Chaque année, les chasseurs participent ainsi à créer une activité économique qui représente un chiffre d'affaires de plus de 2,3 milliards d'euros, 23 000 emplois directs et quasiment autant d'emplois indirects. Des chiffres qui placent les chasseurs en position d'acteurs non négligeables de l'économie nationale tout entière. Même s'ils ne forment qu'une goutte d'eau parmi les 60 millions de consommateurs, ils font vivre tout un secteur économique. À l'instar du salon de l'auto, le salon de la chasse permet de prendre la température de tout un secteur d'activité. Lieu de démonstration et d'observation, le salon de Rambouillet accueille chaque année les principaux acteurs de la chasse. Malgré la baisse du nombre de pratiquants, la chasse est encore un marché à fort potentiel, très convoité par les petites et les grandes entreprises. Un marché de niche avec une clientèle qu'il convient de séduire. C'est un euphémisme que le commentaire se plaît volontiers à souligner. Tous les ans, le chasseur fait des dépenses pour la chasse. Certaines obligatoires, d'autres plus spontanées, occasionnées par des achats d'impulsion. Aujourd'hui, le chasseur moyen dépense annuellement 1 693 € pour son activité favorite. C'est 26% de plus qu'il y a 20 ans. Pierre-Emmanuel Roubaud, le commissaire général du salon, a réussi en l'espace de 10 ans à imposer sa manifestation comme un rendez-vous incontournable du monde cynégétique. C'est l'un des observateurs les plus avisés du niveau actuel de consommation des chasseurs. Il y a beaucoup d'entrées, hein. Même déjà on l'a constaté en fait dès l'ouverture vendredi, hein, avec une affluence vendredi qui était équivalente à celle de samedi l'année dernière. Soit 6200 visiteurs par jour. Cette année, seulement 2 jours après l'ouverture, il a presque atteint ses objectifs. Un signe qui ne trompe pas. Comme le soulignent certains analystes, le secteur est en pleine vitalité. C'est un chiffre d'affaires effectivement aujourd'hui qui est de l'ordre de 1 300 000, entre 1 300 000 et 1 500 000 euros. Sur lequel effectivement qui se réalise en fait en 4 jours, hein. Donc en 4 jours où tout doit se dérouler parfaitement parce que les exposants qui ont ici investi dans leur stand doivent non seulement le rentabiliser mais faire des bénéfices, c'est quand même l'objectif de tout le monde en 4 jours et c'est à nous de leur apporter ici la clientèle, les chasseurs et les non-chasseurs qui vont leur permettre de réaliser ce chiffre d'affaires qui leur est nécessaire. Des fusils à canon lisse ou à canon rayé. Des carabines à rechargement automatique. Une veste légère mais technique pour bien se camoufler. Des radars de repérage pour les chiens. Des réchauffe-bottes thermiques. De quoi se rafraîchir ou bien de quoi se réchauffer. Tout est bon pour les fabricants pourvu que le chasseur se laisse prendre au piège de l'achat. Au même titre que le gibier, il est une cible importante pour les entreprises. Pour vivre, elles n'ont guère le choix. Il leur faut inciter le chasseur à consommer sans cesse davantage. Une lutte sans merci entre plusieurs centaines de firmes spécialisées dans la chasse. La première dépense du chasseur, c'est la validation du permis de chasse. Chaque année, c'est presque devenu un rituel. Pour obtenir le précieux sésame qui ouvre les grands horizons des traques et des coups de fusil, il faut payer la taxe réglementaire. Non seulement le permis ouvre les portes de la chasse pour les habitués, mais il marque aussi le début d'une carrière pour les nouveaux venus dans le monde cynégétique. Et ces nouveaux venus, toutes les fédérations courent après. Ils formeront les chasseurs de demain, mais aussi les futurs consommateurs. Et certains ont bien compris tout l'intérêt qu'on pouvait tirer d'une promotion faite autour du permis. Après une première couvée détruite... Dans certains endroits, comme dans le Loir-et-Cher par exemple, le centre d'examen est aussi un centre d'entraînement.
Dans le budget du chasseur moyen, l'ensemble des frais engagés pour être en règle est de l'ordre de 130 € par an. En 2006, 28 000 nouveaux permis ont été délivrés, un chiffre 2 fois moins élevé qu'en 1985. J'ai repris, mais t'as vu ce que t'avais fait comme erreur? Tu t'en es rendu compte? Depuis plusieurs années, le départ des chasseurs âgés n'est plus compensé par l'arrivée de jeunes. Un problème pour les fédérations dont les ressources dépendent pour grande partie de cette taxe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer de nouveaux chasseurs, pour les inciter à prendre un permis ou à découvrir le monde de la chasse? Donc il y a la chasse accompagnée là, qui a été modifiée depuis le début de l'année où il n'y a plus de limitation d'âge et c'est une bonne formule pour pouvoir découvrir la chasse pendant 1 an en fait, sans avoir de permis. Je trouve que c'est bien, c'est légalisé parce qu'autrefois ça se faisait un petit peu par le biais du grand-père qui emmenait un petit peu le petit-fils à faire tirer ses premières cartouches. Donc c'est une incitation importante. Nous de notre côté en matière de fédération des chasseurs, là aujourd'hui on est en formation et on offre entre guillemets cette formation-là à nos futurs chasseurs, on leur offre les supports. Voilà comment on peut un peu les inciter. Derrière, il y a une association des jeunes chasseurs aussi qui peut les prendre en main. Certains, on essaie de leur trouver des territoires ou des journées de chasse par le biais de l'association ou par le biais de la fédération. Voilà comment on essaie d'inciter, dans les grandes lignes, quoi, disons. Plateau tirable, j'épaule, je vise, je tire, j'enlève mon doigt, je baisse mon arme. Le doigt, il est sur la queue de détente que pour valider que c'était bon. D'accord ? Tous les chasseurs se sont déjà posé au moins une fois la question « À qui revient l'argent des permis de chasser ?» En 2006, la taxe sur le permis de chasse a rapporté près de 180 millions € répartis entre les assurances, l'État, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les 118 fédérations de chasse. Les fédérations gèrent ces subsides comme de véritables petites entreprises. Grâce à l'argent récolté par les permis, elles emploient plus de 2800 personnes, dont le rôle est essentiel pour l'équilibre de nos espaces naturels. C'est là où c'est pas simple. Il va falloir qu'on regarde si on les confirme après, tu vois. Ici, les techniciens de fédération déterminent des plans de chasse pour mieux réguler les espèces de grand gibier. Un travail d'observation qui n'est pas seulement utile aux chasseurs, il est utile pour la bonne marche économique de la société tout entière. On fait partie des éléments sentinelles de la nature, mais les gens de terrain qui sont aussi sur leur territoire de chasse sont aussi de bonnes sentinelles sur l'année. Nous, là, c'est à l'instant T, une photo pendant 4 soirs, on va dire, sur un circuit. Mais l'impression des gens qui sont sur le terrain, sur leur territoire, font partie aussi des bonnes sentinelles. Mais pour avoir une vue globale, on est obligé, nous, fédération, effectivement, de le faire à l'échelle du massif, quoi. Donc, ça te rappelle, on en avait 12 à 16 là, sous les sapins l'autre jour. Ça avance un peu. Ouais. Là, dans le fond à droite, au fond là-haut. Commence à droite. 1, 2, allez, tranquillement. 2, 3, 6, à gauche, on revient à gauche. 6. Il y a 30 ans, cerfs, sangliers, chevreuils se faisaient rares. Mais grâce à la volonté de bénévoles et des professionnels de la chasse, grâce à tous ces emplois créés avec l'argent de la taxe du permis, la restauration des cheptels de grand gibier a dépassé tous les espoirs. Revers de la médaille, cette réussite écologique est aussi devenue une problématique économique pour les chasseurs. Les grands gibiers prolifèrent et les chasseurs ne sont plus assez nombreux pour limiter leur expansion. Or, en tant que régulateurs, ils sont tenus pour responsables de tous les dégâts commis par les grands animaux. Et dans certains départements, cela commence à coûter cher. Bon, donc voilà, les sangliers sont toujours présents dans cette zone, c'est très clair. On a chaque année des soucis sur les prairies permanentes et temporaires. Là, l'agriculteur, il y a peut-être une quinzaine de jours que les sangliers sont passés et pour l'instant, on n'a pas eu de coup de fil de sa part. Donc le mieux, c'est qu'on l'appelle et puis qu'on essaye de voir s'il n'y a pas moyen de protéger la parcelle de manière un peu plus efficace par rapport aux sangliers. On a une clôture électrique qui sert aux bovins, un fil de mie peut-être pour arrêter les sangliers, mais c'est pas suffisant, quoi. Donc là, il y a besoin de mettre 2 fils pour protéger la parcelle et éviter ce genre de soucis, je dirais, dans la continuité là, de l'hiver, mais également aussi voir pour l'année prochaine, anticiper pour l'année prochaine, quoi. Le rôle de la fédération dans ces cas-là, c'est 100% la prévention pour éviter que l'agriculteur ait un manque soit de prairies pour mettre ses bêtes, soit un manque de prairies pour faire du foin, donc pour ses récoltes. Nous, on est là pour protéger ces récoltes pour que nous, fédération, chasseurs, on n'ait pas à les indemniser à l'entrée du printemps. On nous attend. Bon. Lorsqu'il faut indemniser,
les sommes peuvent rapidement devenir importantes. Sans la participation financière des chasseurs, c'est la collectivité qui devrait régler la facture. Une ardoise de plus de 50 millions d'euros par an, rien que pour réparer les dégâts liés au gibier. Là où il y avait des dossiers l'an passé, ça commence à être important quand même. Hein. On voyait ça, ils ont bien fouillé. Quand les frais liés au permis sont réglés, le chasseur n'en a pas fini pour autant avec les dépenses. D'autres besoins vont entraîner d'autres frais, à commencer par l'acquisition d'une arme. Des pratiques comme celle de la chasse à l'arc ou de la vénerie connaissent un certain renouveau, mais elles restent marginales. Le monde de la chasse est dans son immense majorité l'apanage des chasseurs au fusil. Les techniques les plus appréciées restent la chasse devant soi ou en battu. L'action de chasse se pratique encore à 95% avec un fusil ou une carabine. Florissant dans les années 70, lorsque les effectifs de chasseurs étaient à leur apogée, le secteur des armes de chasse a perdu en 20 ans autant de clients potentiels que la chasse a perdu de pratiquants. Une période noire qui aura vu disparaître bon nombre de fabricants de fusils, une période qui semble dorénavant se conjuguer au passé. Depuis quelques années, la vente des armes à canon rayé utilisées pour la chasse au grand gibier est en forte hausse. Un regain qui est dû en grande partie à la nouvelle réglementation qui interdit de tirer au plomb au-dessus des zones humides. Des cartouches spéciales ont été fabriquées pour répondre à ce besoin de protection de l'environnement. Des cartouches qui ne peuvent être utilisées qu'avec de nouveaux fusils. Qui est spécial pour la bille d'acier, qui existe en bascule alu ou en bascule acier, suivant le poids du fusil et le type de chasse que vous devez faire. C'est un salon qui a pris une place sur le marché, où on voit des gens très intéressants avec des motivations d'achat, et pour nous c'est intéressant quand on est sur un salon comme ça. Nous on vient montrer toute notre gamme de produits, donc les retombées elles ne sont pas immédiates, elles sont obligatoirement après chez l'armurier, mais ça permet de montrer toute notre gamme et de montrer toutes les nouveautés. 80 000 armes de chasse vendues chaque année en France, des gammes de prix totalement éclatées, une concurrence sans pitié. La France est le pays européen qui abrite la plus grande population de chasseurs, autant dire qu'elle est la cible privilégiée des fabricants. Sur la cinquantaine d'entreprises présentes en France, une américaine et une italienne. Une marque française complète le trio qui se partage la moitié des ventes. Un monde à part où tous les coups sont permis. Les fabricants doivent rester compétitifs tout en conservant des marges suffisantes. Il ne s'agit pas de vendre plus de fusils, mais bien de les vendre plus cher. Sur ce fusil, par exemple, le but est bien de vendre le revêtement bien plus cher qu'il ne coûte. Saint-Étienne, capitale des fabricants d'armes en France. La fermeture de la manufacture il y a une vingtaine d'années aurait pu laisser croire que la fabrication des armes de chasse en France serait désormais de l'histoire ancienne. Et pourtant, quelques sociétés comme Verney-Caron ont su résister à la concurrence et à la baisse du nombre de chasseurs grâce à un savoir-faire et à des process de fabrication innovants. Là, vous avez la pièce qui sort de forge. Et voilà la pièce terminée sortant de la machine. Dans les années 83-84, on a décidé de passer à des machines à commande numérique. Pour un exemple, cette pièce qu'on vient de voir, dans les années 70, elle allait passer sur, on a dit 90 opérations, sur 90 machines différentes. C'est-à-dire 1 an et demi d'usinage. Quand on commençait à attaquer la pièce de forge et qu'on avait la pièce terminée, c'était 1 an et demi après. Elle était passée sur 90 machines différentes, avec les séries qui suivaient, bien sûr. Aujourd'hui, 1 heure et demie après, on a la pièce qui sort. On en a une, mais la pièce qui sort. Donc ça a diminué les encours et tout cet argent qu'on a dégagé de l'atelier nous a permis d'investir dans des machines, de l'utiliser plus intelligemment et d'investir dans des machines qui nous permettaient de gagner fortement sur les valeurs immobilisées dans les encours et nous permettent d'avoir des pièces beaucoup plus précises, avec des formes beaucoup plus fiables, exactement ce que l'on voulait, et qui permettaient de diminuer le temps d'assemblage des fusils. Les machines sont amorties. Elles ont permis à Pierre Verney-Caron de placer son entreprise parmi les plus rentables du marché.
Il vend aujourd'hui près de 8000 armes par an pour 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on se doit d'avoir une marque importante, synonyme de qualité, de fiabilité, de rapport qualité-prix qui reste quand même intéressant. Cette marque, on l'a, grâce aux gens qui m'ont précédé, les 5 générations derrière moi qui ont su travailler énormément pour la marque, et on continue de travailler pour la marque aujourd'hui. Et puis, être très proche du marché pour avoir des produits qui correspondent exactement à ce qui se vend au moment donné. Quand on a commencé à parler de substitut du plomb, c'est depuis 2 ans qu'on a des fusils qui sont spécifiques pour le gibier d'eau au-dessus d'une surface humide. Et ces produits-là ont été présents sur le marché dès la première année quand on a commencé à parler de ça. Nous, notre principale aujourd'hui priorité, c'est de rester présent sur le marché français aux environs de 15% et de développer beaucoup à l'export. Pour être présent sur le marché international, Vernet Caron a procédé par croissance externe. L'entreprise a racheté les ateliers de Paul Demas, un armurier de prestige dont la plupart de l'activité se faisait déjà à l'étranger. La marque Demas ne fabrique guère plus de 400 fusils par an, mais certains de ces modèles sont vendus à plus de 30 000 euros. Pour Vernet Caron, ce marché des armes de luxe est un petit Eldorado. Les marges sont sans commune mesure avec celles réalisées sur des armes plus classiques. Elles devraient offrir à l'entreprise de substantiels bénéfices. Mais ce n'est pas tout. En se plaçant sur ce segment, la firme stéphanoise cherche aussi à faire connaître tous ses autres produits dans le monde. Et après, on commence par la partie crosse. Le marché des armes de chasse représente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros. Une réalité économique rassurante pour les élèves de l'école d'armurerie de Saint-Étienne. La plaque. Leur futur métier a beau ne pas être le plus en vogue, il n'est pas près de disparaître. Et le verrou. Le président de la Chambre nationale des armuriers, Yves Goletti, fait lui aussi preuve d'optimisme sur l'avenir de sa profession. L'armurerie, c'est un endroit chaleureux. Je dirais pas que c'est dans certaines régions un petit peu comme le café du coin, mais enfin c'est l'endroit où on vient raconter ses histoires de chasse, discuter, passer 5 minutes à parler avec son armurier, comment on a tiré, des conseils, si ça a bien marché. C'est un lieu assez chaleureux et avec un maillage assez important en France où vous avez quand même encore pas mal d'armureries dans toutes les régions de France. Le réseau de distribution de la chasse, du matériel de chasse en France est détenu à 85% par des indépendants, qui sont des armuriers. Il y a à peu près entre 500 et 600 armuriers en France. Il y a 2 grandes chaînes qui sont Kettner et Franconia en France. Et il y a uniquement pour la munition la grande distribution avec Decathlon qui ne vend plus d'armes. Donc c'est un marché qui reste encore un des rares marchés de commerce de détail qui est majoritaire avec des indépendants. Complément indispensable du fusil ou de la carabine, les munitions. Il en existe autant de sortes et de marques que de gibier chassable. Et dans ce domaine, les produits que l'on trouve en magasin n'échappent pas à la tendance. Offres diversifiées et sans cesse renouvelées. Pour les munitions à canon lisse, eh bien on trouve des substituts au plomb avec le bismuth et l'acier, et avec de nouveaux métaux qui vont sortir ou qui sont déjà un petit peu sur le marché avec le tungstène. Les munitions pour les carabines rayées, ça c'est en très très forte expansion puisqu'il y a une prolifération du gros gibier et on tire de plus en plus de munitions rayées en France avec des carabines. Il se tire 240 millions de cartouches pour 1 400 000 chasseurs. Autant dire que ça pèse lourd dans le porte-monnaie des chasseurs. L'achat d'une arme, son entretien et le coût des munitions, c'est 330 € par an, soit près de 20% de la dépense totale du chasseur. Une paire de bottes et des chaussures de marche tous les 2 ans, une veste ou un pantalon résistant chaque année,
La chasse est un loisir d'hiver et celui qui la pratique ne peut pas échapper à certaines dépenses vestimentaires. Le cliché du chasseur qui porte les mêmes habits de chasse pendant toute une saison à la vie dure et pourtant il n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, le chasseur modifie son look en fonction des chasses. Victime de sa passion, le chasseur moderne perd vite son sang-froid devant l'offre débordante du rayon textile. La chasse a changé, désormais elle a aussi ses collections et ses défilés. C'est dans la grande distribution que s'est probablement le plus développé l'image nouvelle du chasseur. Une grande enseigne comme Decathlon, par exemple, a largement contribué à faire connaître et développer ce look chasse. En 30 ans, toutes les attentes du consommateur cinégétique ont été passées au crible par l'enseigne. Et depuis 2001, Decathlon possède même une marque exclusivement consacrée à la chasse, Géologique. Donc, ce qu'on a dit, c'est que ces pattes qui, logiquement, facilitent l'enfilage, ne servent pas à grand-chose et sont assez inesthétiques. Et puis, la deuxième fausse bonne idée... Aujourd'hui, c'est ici, au siège de la marque, dans la banlieue de Lille, que se dessinent les grandes lignes de la mode, version chasse. Qui, en fait, Géologique est leader sur le marché français puisqu'on estime sur la partie de produits qui nous intéressent, donc nous ne vendons plus d'armes. Si on exclut le business de l'arme, entre 35 et 40% selon les catégories de produits. Donc on est parfois à 40% sur certaines catégories, parfois à 20% en fait. Mais on peut dire qu'en gros, un client sur 3 vient chez Decathlon acheter son équipement de chasse. 30% de nos produits sont renouvelés chaque année, soit sont complètement changés dans leur design, soit des couleurs nouvelles apparaissent. Si Géologique peut se targuer de mener la danse sur le marché de la grande consommation, ce n'est pas simplement dû au hasard. Salut Jean-Marc. La marque possède son propre laboratoire. Et avant d'arriver en magasin, chaque prototype est soumis à rude épreuve. La douche Nova Dry, c'est une douche qui asperge un mannequin sur lequel on a mis des capteurs. Et pour que les vêtements qui sont sur ce mannequin aient le label Nova Dry leur soit attribué, il faut qu'il reste 4 heures sans qu'aucun des capteurs n'ait pris l'eau. Et donc 450 litres d'eau heure pendant 4 heures. Un produit peut avoir passé 4 heures sous la douche et ne pas avoir pris l'eau, mais se déchirer à la moindre épine. Donc ça, c'est notre métier de dire non. Et une fois qu'on a fait ces tests d'usage, on repasse les vêtements sous la douche pour voir si l'incidence végétation et usage propre n'a pas altéré la capacité au produit à être étanche tout simplement. Ça va, Adrien ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? Étanchéité, mais aussi résistance et durabilité. Dans cette course à la technicité, la marque se donne tous les moyens. Les exigences du chasseur moderne demandent un énorme investissement. C'est un problème pour les petites entreprises, pas pour les grandes. La force de Decathlon, c'est d'être une enseigne multisport, avec des sports très différents comme le ski, la randonnée, la chasse, le cycle. Et c'est un peu... on a massifié toutes ces compétences. Moi, quand je fais une veste de chasse, il est évident que j'ai des collègues à la montagne qui peuvent me donner des idées, j'ai des collègues au cycle qui peuvent me donner des idées. Et donc, ça permet d'avoir une veille, entre guillemets, très importante, quoi. Puis c'est 30 000 personnes qui, chaque jour, apportent des idées pour faire progresser nos produits. Principe de base de la grande distribution, l'effet de masse permet aussi un positionnement de prix très attractif. Mais la véritable réussite commerciale de la marque, c'est d'avoir spécialisé ses gammes de vêtements. En créant un look abordable pour chaque type de chasse, elle incite le chasseur à s'équiper de plusieurs panoplies. Un système astucieux et bien sûr très lucratif. Auparavant, nos aïeuls utilisaient une veste pour toute la saison. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un pantalon pour l'ouverture, un cuissard, une veste camouflage pour le grand gibier, une veste très légère pour la demi-saison. Et puis après, on varie les coloris en fonction de la chasse pratiquée. On peut également avoir des coloris roseaux pour la chasse au canard. Donc on chassera pendant la journée le gros gibier avec un motif comme ça qui est le mossy hawk. Et puis on passera sur un motif roseau quand on fera la passée au canard le soir. Autre style, autre look, celui de l'après-chasse. Il a de beaux jours devant lui. Certaines marques comme Barbour en ont même fait leur spécialité. En communiquant sur les valeurs positives de liberté et de retour aux sources véhiculées par la chasse, elles ont réussi le tour de force de s'implanter dans les beaux quartiers des villes, captant également l'attention de consommateurs non chasseurs. Et les grandes marques de fusils l'ont bien compris. Les vêtements, c'est rentable. Depuis quelques années, elles sont elles aussi présentes sur ce marché juteux.
Au salon de Rambouillet, pas besoin d'être un géant de la grande distribution pour faire des affaires. Dans la Mecque de la vente au détail, chacun veut sa part du gâteau. Dans la catégorie des petits équipements, les fabricants ne manquent pas d'imagination pour créer de nouveaux besoins. À côté d'accessoires traditionnels et pratiques comme les couteaux, les jumelles et les trompes de chasse, on essaye aussi de vendre aux chasseurs toutes sortes de gadgets. Ultra sollicité, le chasseur finit par acheter. L'autre secteur en forte croissance dans la distribution, c'est la VPC, la vente par correspondance. Elle représente aujourd'hui 15% des ventes du marché. Quelques enseignes comme Eddy Loisirs ou encore Kettner ont fait bondir leur chiffre d'affaires grâce à ce mode de vente. La percée de la VPC est avant tout conjoncturelle. C'est la diminution du nombre d'armuriers qui a contribué à son essor dans les 15 dernières années. Ici, vous pouvez la mettre aussi en place. Pour Arnaud Vendrobet, qui dirige Kettner en France, ce mode de vente a encore un fort potentiel de croissance, même s'il ne concerne pas tous les produits. Sur ces catalogues, la grosse majorité des ventes sont les accessoires. On a de plus en plus de gens qui achètent pour faire leurs trophées, pour les écussons, tous les outils pour mettre en place les trophées au mur. Et vous avez également tout ce qui est thermique, donc les petits accessoires liés au grand froid, avec les réchauffe-chaussures, les gants, les bonnets, petits accessoires. Tout ce qui est pièces à manches, les moins du fait de cette volonté de toucher le textile, savoir si on appréciera la façon dont le textile est porté. Un des points de développement forts qu'on a constaté ces 2 dernières années, c'est la vente Internet. On a ouvert 2 sites, un sur des loisirs et l'autre sur Kettner. On se rend compte qu'on arrive à 8 à 9% de nos chiffres d'affaires sur cette méthode de commerce et uniquement sur les 6 derniers mois. Donc on pense que cette évolution va encore être forte dans les années qui vont venir, notamment pour le petit accessoire, notamment pour le textile, mais peu sur l'arme, comme je vous l'ai dit, et peu sur la munition. La vente de vêtements et des accessoires, c'est le secteur qui se porte le mieux dans l'industrie de la chasse. Aujourd'hui, le chasseur dépense 200 € par an pour ses équipements, soit 12% de son budget annuel. Il y a 20 ans, ces dépenses ne représentaient que 4% de son budget, une progression impressionnante qui s'est faite proportionnellement au détriment d'un autre poste de dépense, le chien. Après le fusil, le chien est l'autre achat passionnel des chasseurs. Mais ils sont de moins en moins nombreux à en posséder un. 78% des chasseurs déclarent en avoir un aujourd'hui contre 89% en 1986. Une diminution qui s'explique en partie par l'urbanisation croissante et le manque de place. Les dépenses consacrées aux chiens sont en baisse, mais ce sont néanmoins encore elles qui pèsent le plus lourd dans le budget des chasseurs, 28%. Pour les éleveurs, cette évolution a des répercussions. La garde des chiens par des spécialistes en périphérie des villes à la côte, et malgré la baisse des effectifs, l'élevage et la vente des compagnons à 4 pattes n'est pas en crise. Un chien de chasse, de chien d'arrêt par exemple, ou un retriever de bonne origine, tatoué, vacciné, enfin, dans les règles de l'art, vaut à 2 mois, chiot, donc vraiment au minimum de l'âge où on peut le prendre, vaut entre, disons, 600 et 800 € à peu près, c'est la moyenne, selon la race, selon l'origine en question, mais c'est l'ordre de prix. Environ 700 € pour 10 ans de complicité. Ce n'est pas l'acquisition qui va coûter le plus cher au propriétaire. Le chien entraîne une dépense fixe tout au long de l'année. En moyenne, il faut compter 1 € par jour rien que pour sa nourriture. Et le chasseur ne peut pas non plus se passer de certaines précautions s'il veut que son chien l'aide dans de bonnes conditions. D'accord. Sur les 9 millions de chiens qu'on trouve en France, plus d'1 million sont des chiens de chasse. Ils constituent une part importante de la clientèle des vétérinaires. Donc c'est une petite chienne que vous prenez là avec vous. Oui. Il va falloir déjà lui accorder beaucoup d'amitié puisqu'elle va s'attacher à vous. À partir de là, tous les ans, certaines choses sont à faire. Soit 1 fois par an, soit 2 fois par an. Prix de la consultation chez un vétérinaire, 35 € minimum lorsque votre chien est en bonne santé. Mais pour cela, il faut savoir en prendre soin. Le plus grand risque pour le chien de chasse, c'est le coup de froid quand la partie de chasse est finie. Il ne faut pas oublier son chien. Il a chassé, il a travaillé, il s'est fatigué. Il faut l'hydrater, lui donner à boire, le renourrir et le mettre au chaud. Bien souvent,
Le chasseur est en groupe avec des amis, il ne doit pas oublier son compagnon. Lorsqu'un autre imprévu survient, la facture chez le vétérinaire peut être nettement plus salée. Si vous faites du préventif, vous échappez à toutes les maladies classiques. Vous n'avez plus à faire face qu'aux accidents, malheureusement, qui peuvent arriver. Bien souvent, chez le chien de chasse, c'est la fracture ou le problème ligamentaire. Ouais. Chose qui va souvent être entre 600 € et 1 000 € de frais. Si on prend en compte l'amortissement de son prix d'achat, le chien coûte au minimum 470 € par an pour le chasseur qui en possède un. Elle a vu son arrêt, elle a vu proposer la bécassine à quelques mètres d'elle, donc je voulais pas quand même qu'elle soit trop tentée, je lui donnais l'ordre. Nouvelle tendance à la mode, l'entraînement des chiens pour la chasse est une pratique de plus en plus courante. Certains clients n'hésitent pas à parcourir des centaines de kilomètres pour suivre les conseils d'un bon spécialiste. Oui, c'est quelque chose qui se développe. La chasse évoluant quand même lentement mais sûrement dans le bon sens, c'est-à-dire vers la recherche de quelque chose de plus esthétique que le simple tableau de gibier. En particulier, les vrais amateurs de chiens d'arrêt, à mon avis, sont quand même plus nombreux qu'autrefois. Ils préfèrent avoir un très bon chien, lui chercher pour lui des situations intéressantes de chasse, que de se retrouver dans une chasse classique avec du gibier lâché partout et faire un gros tableau, ça c'est sûr. Donc ces gens-là n'ont pas le temps, n'ont pas non plus les territoires, donc très souvent font appel à un professionnel pour pouvoir faire avec leur chien ce qu'eux ne peuvent pas faire, justement. Il est important que les chiens soient bien mis, d'essayer de les faire progresser, parce que c'est surtout ça qui va nous donner le plaisir à la chasse. C'est plus le nombre de pièces qu'on va tirer. Peu importe, quand on voit quelques beaux arrêts de chiens, qu'on ait un fusil ou qu'on n'en ait pas, c'est pas grave. Si on prélève de temps en temps un oiseau ou deux, c'est parfait pour le chien, pour nous c'est aussi, mais c'est pas l'essentiel. Allez. Pour le chasseur, l'entraînement est une dépense encore marginale, mais si cette tendance se confirme dans les années qui viennent, la part des dépenses liées aux chiens pourrait bien faire gonfler à nouveau le budget moyen du chasseur. Il a son permis, ses habits, son fusil, ses munitions, son chien. Le chasseur est fin prêt pour commencer la chasse. Et pourtant, il lui manque encore l'essentiel, un territoire de chasse. Pour le propriétaire terrien, la question ne se pose pas. Pour les autres, la chasse classique dans une société communale reste encore la pratique la plus courante. Adhésion, cotisation ou encore action de chasse, pour le chasseur, l'accession au territoire, c'est au moins 210 € par an. Mais pour chasser sur un territoire, il existe encore une autre formule, la chasse à la journée. Au domaine de la Feuge, par exemple, tous les matins de la saison, des groupes se succèdent pour connaître la zone de chasse qui leur a été attribuée. Voilà, et vous faites le tour de l'engagement. Voilà, mais faites bien aussi le tour du bois. Là. Situé à 50 km de Paris, ce domaine occupe une position idéale. Ceux qui n'ont pas le temps d'entretenir un territoire ou qui n'en possèdent pas remplissent le carnet de commandes de M. Poulain, l'heureux propriétaire de cette chasse commerciale. On fait à peu près 1200-1500 entrées par an sur une période qui démarre fin septembre et qui se termine mi-janvier. En 2006, les chasses commerciales ont enregistré plus de 800 000 entrées, un chiffre important qui témoigne d'une réelle modification du comportement des chasseurs. Désormais, leur loisir préféré s'achète aussi à la séance. Une partie de notre clientèle, c'est des gens qui ont leur propre territoire de chasse, où là, les perdreaux qui gèrent ou les faisans qui gèrent, c'est vraiment la pupille de leurs yeux. Et à côté de ça, ils viennent sur nos territoires pour... c'est pas un défoulement, c'est pratiquer leur plaisir un peu sans limite. Alors qu'à côté, ils ont un territoire qui fait 200 ou 500 hectares, où là, par contre, ils y font très très attention. Ce que vend M. Poulain, c'est un service fusil en main. Un territoire aménagé de 500 hectares de plaine et plus de 700 hectares de bois, mais surtout la garantie de voir beaucoup de perdrix ou de faisans. Un service qui coûte 200 € pour une seule journée de chasse.
Une journée de chasse ici, je paye aussi cher que mon action de chasse dans ma petite chasse communale de Chavigny-Bagnols. Bon, alors c'est vrai, c'est un problème, puisqu'on sélectionne les chasseurs par l'argent. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pour ça que je ne viens pas tous les 2 jours. Je viens qu'une fois la semaine et pendant une période très courte, c'est-à-dire l'ouverture du perdreau. Parce que c'est vrai que c'est des budgets qui sont quand même relativement importants. Et c'est bien dommage, mais que faire? C'est pas évident. Hein. Donc je viens une journée la semaine, ou une demi-journée. Je cherche le perdreau gris, mais à cette époque-là, c'est pas très facile. Hein. On est fin octobre et il se laisse pas faire. Hein. Et bon, mais on va bien en trouver. Hein. On y va. On peut aussi chasser pour 50 € en bord de mer, par exemple, ou plus économique encore, se faire inviter. Force est de constater que les chasses privées près des grandes villes ont de plus en plus de succès. Ce n'est pas la raréfaction du gibier naturel, mais bien l'urbanisation et la nouvelle société des loisirs qui expliquent la réussite de ces entreprises. Des entreprises qui, pour satisfaire leurs clients, doivent faire appel à d'autres professionnels, les éleveurs de gibier. Même si on a tous un petit fond d'oiseaux naturels, c'est 98% du gibier tiré, c'est du gibier d'élevage. Il y a des chasses commerciales qui font peu de volume, mais il y a d'autres chasses qui lâchent jusqu'à 40 000, 50 000 oiseaux par an, quoi. Pour le marché français, il se lâche 14 millions de faisans, 5,5 millions de perdreaux et 1 million de canards. Donc grosso modo 20 millions de pièces de gibier qui sont produites pour le marché français. C'est dire combien cette filière est importante. Et les chasses privées ne sont pas les seules clientes. Certaines sociétés communales achètent elles aussi du gibier pour compléter leurs ressources naturelles. Aujourd'hui, une partie des chasseurs l'admettent volontiers. Ils arrêteraient de chasser s'il n'y avait plus de gibier d'élevage. La chasse commerciale a encore de beaux jours devant elle. Elle est un moindre mal qui limite l'érosion dans la population des chasseurs. Après l'effort de la chasse, le réconfort est encore un marché. Rares sont en effet les parties de chasse qui ne se terminent pas par un bon repas au restaurant, auquel il faut souvent ajouter l'hôtel lorsqu'on est loin de son domicile. Si l'on devient chasseur pour être plus proche de la nature, on le demeure pour des raisons plus complexes. Et la convivialité qui entoure cette activité est une des raisons souvent mises en avant. Aujourd'hui, la chasse génère nombre d'emplois indirects et dans certaines communes rurales, elle fait vivre beaucoup de monde. On estime ainsi à 25 000 le nombre de personnes qui vivent en partie grâce aux chasseurs. Traiteurs, agents immobiliers ou encore sculpteurs, les secteurs concernés de près ou de loin par la chasse ne sont limités que par l'imagination de ceux qui créent des emplois et des entreprises. Et parmi eux, l'industrie automobile. C'est le secteur qui se taille les plus belles marges. Donc ici vous avez un 4x4 Land Cruiser, donc avec plein d'aménagements à l'intérieur. Le plus grand est à l'arrière, donc vous avez l'armoire. Donc en fait en bas vous avez l'armoire pour les fusils et les munitions. Ensuite vous avez en haut le réfrigérateur. Et ensuite à côté, au-dessus la cave à cigares. C'est un petit peu dommage, vous allez me trouver très critique. Mais en fait, moi je parle du principe que je laisse jamais une arme dans une voiture. Elle peut se faire la clé. Hein. Oui, mais c'est une voiture quand même qui se fait voler assez facilement. Non. Bon, ça dépend des endroits. Et moi je laisse pas une arme dans une voiture à cause de ça. Mais quand vous allez à la chasse, vous allez en pleine forêt. Oui, mais l'arme elle est de toute façon, vous allez la prendre. Bah voilà, l'arme elle est plus dans la voiture. Mais c'est vrai que moi sur un parking ou devant un restaurant, je laisse jamais une arme dans une voiture. Mais vous la laissez où alors? Bah, je l'emmène au restaurant. Ah, vous l'emmenez avec vous? Bah, je l'emmène. Le prix de ce fantasme à 4 roues, 49 100 € sur le modèle en série et 18 900 € de plus si vous prenez l'armoire de chasse. Dans ces conditions, il vaut mieux penser à tout. Sinon, le problème c'est les chiens. Ah bah les chiens, vous mettez dans le deuxième véhicule qui vous suit. Ouais, il est pas dans l'armoire. Il n'y a pas d'attache. Non mais soit dans l'armoire, soit dans le véhicule qui vous suit. Un 4x4, c'est peut-être à la mode, mais ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Les constructeurs le savent bien, pour transporter par exemple ses appelants, son chien et tout son matériel, le chasseur a surtout besoin de place.
Pour 15% des chasseurs, c'est le break qui remporte la palme du meilleur rapport qualité-prix pour le transport. Ce n'est pas le véhicule lui-même qui alourdit les dépenses du chasseur, mais bien le coût du carburant. Il rend les frais de transport toujours plus importants. Un poste de dépense qui peut varier du simple au double en fonction de l'éloignement des territoires de chasse. En 2006, le coût des déplacements, c'est 15% du budget annuel du chasseur et près de 250 € qui partent dans la fumée des pots d'échappement. Certains déplacements vers d'autres territoires peuvent mener les chasseurs beaucoup plus loin, vers de véritables voyages au long cours et des destinations éloignées. À l'approche du papy-boom, les voyagistes se frottent déjà les mains. Avec une santé au beau fixe et un pouvoir d'achat supérieur à celui des salariés, les nouveaux retraités remplissent tous les critères du client idéal. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s'offrir quelques destinations et quelques gibiers de rêve. Ce sont donc tout le petit gibier africain, le gibier terrestre. Vous avez le francolin, la pintade, le lièvre, la poule de roche. Et vous avez après les tourelles, les pigeons verts, les pigeons paulettes violettes, les pigeons de Guinée. Vous avez c'est un Eldorado que vous avez là. Contrairement aux idées reçues, la chasse dans les forêts canadiennes ou les réserves africaines n'est plus l'apanage exclusif des grandes fortunes. 6 jours de chasse, ça coûte 1 400 €. Voilà. C'est-à-dire que ça reste abordable, puisque en France, ça fait même pas 10 000 francs, avec en pension complète, l'activité, les transports, la nourriture, la chasse, la convivialité, l'apéritif, les cacahuètes, enfin tout ce qu'on peut aimer, ça fait partie du séjour. Et c'est ça qui donne un goût de l'aventure, mais sans danger, si je peux dire, ce qui est important d'ailleurs. Voilà. Comme les autres secteurs du tourisme, le voyage de chasse s'est largement démocratisé, pas au point néanmoins de toucher la grande masse des chasseurs. On estime que chaque année, seulement 20 à 30 000 chasseurs, à peine 2% des effectifs, partent chasser à l'étranger. C'est peu, mais les voyagistes spécialisés sont plusieurs dizaines à se partager le marché. Les vols charters et les rotations de groupe permettent de rationaliser les coûts des expéditions, ce qui explique la présence de séjours très attractifs. À côté de ces voyages bon marché, il existe encore d'autres formules. Un autre métier à l'opposé, et le mien, ma spécialité par exemple, c'est l'organisation de voyages totalement sur mesure. Les destinations changent tout le temps, les voyages sont individuels, que ce soit pour une personne ou 5 ou 10, mais c'est en tout cas un programme établi toujours uniquement en fonction des goûts et des objectifs de ceux ou de ces chasseurs en particulier. En matière de grande chasse, il y a également des budgets très très bien situés et très raisonnables. Un pays comme la Namibie, par exemple, a toujours présenté un rapport qualité-prix très intéressant et un niveau de prix extrêmement raisonnable. Donc ça permet une expérience de grande chasse formidable pour un budget très modeste. À l'inverse, des pays comme la Tanzanie, où les ressources sont très nombreuses, très larges, et où les prestations souvent très bonnes, et qui sont destinées à des voyages individuels, sont beaucoup plus coûteux. À voyages exceptionnels, souvenirs exceptionnels. Au centre du salon de Rambouillet, les collections de trophées, un argument pour faire venir tous les amateurs d'art. C'est unique en plus, puisque c'est la seule collection au monde qui regroupe les 75 espèces de grande chasse d'Afrique, dont d'ailleurs la plupart sont des records en plus. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens. Et on a eu des appels de gens qui venaient de très loin pour la voir, des États-Unis, d'Australie, des gens qui nous demandaient comment arriver ici pour venir voir cette exposition. Après la chasse, pour faire naturaliser son phacochère, son guibe ou plus couramment son sanglier, le chasseur doit faire appel à un spécialiste. Les 300 taxidermistes qui travaillent encore en France le savent bien, le trophée de chasse, c'est un peu la récompense du chasseur, son souvenir impérissable. Il faut compter 215 € pour la tête d'un chevreuil et 3500 € pour le corps d'un lion. La taxidermie est un art particulier qui reste une dépense anecdotique pour le chasseur. Mais chaque année, ils sont tout de même quelques milliers d'amateurs à débourser ensemble la coquette somme de 21 millions d'euros pour s'accorder ce petit plaisir. La saison de chasse est terminée, mais le chasseur n'a pas fini de payer. Il veut pouvoir vivre son activité favorite toute l'année, au moins en lecture. Ce qui motive au plus les chasseurs, c'est de les transporter à nouveau à la chasse. Quand ils n'y sont pas réellement, ils ont besoin de se retrouver dans leur magazine, soit de retrouver leur propre chasse, soit d'en découvrir d'autres. Mais le centre de tout, c'est vraiment de les transporter
dans une chasse. Et toutes les formes de chasse sont présentes sur ce marché. Les amateurs de grand gibier ou de vénerie, les sauvaginiers ou les bécassiers ont tous leur propre revue. Admettons que certains se pointent dans certains kiosques bien achalandés, potentiellement ils peuvent repartir avec un paquet aussi impressionnant de titres, sachant qu'ils ne sont pas tous là. Et là, ce sont uniquement des titres qu'on peut retrouver en kiosque. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous là partout, il y en a certains qui sont quand même très localisés, mais globalement, on peut repartir avec ça. La presse écrite est le mode d'information privilégié des chasseurs. 98% d'entre eux achètent régulièrement une revue cynégétique. En tête des ventes, le Chasseur français avec près de 500 000 exemplaires vendus tous les mois, suivi par la Revue nationale de la chasse et ses 60 000 exemplaires. Des magazines qui font de cette presse l'une des plus lues en France, et pourtant, le secteur commence à s'essouffler face aux nouveaux médias. 12% des chasseurs sont abonnés à une chaîne de télévision consacrée à leurs loisirs préférés. Les médias, grâce à leurs espaces publicitaires, contribuent à faire connaître les nouveaux produits, les nouvelles marques, et sont les moteurs de la vitalité du marché. Voyages, taxidermie, médias, l'année s'achève sur des dépenses diverses peu élevées, mais qui confirment que le chasseur est un consommateur fidèle et permanent. La chasse a des saisons et une raison d'être qui ne se dément pas. Le salon de Rambouillet ferme ses portes sur le même constat, le secteur est fragile, soumis à un réservoir de consommateurs limité, mais passionnés. Élargir un marché, consolider une position pour les acteurs de l'économie cynégétique, c'est d'abord et avant tout faire preuve d'excellence, d'inventivité et de savoir-faire. La chute récente du nombre de chasseurs ne permet pas d'envisager autrement la bonne marche des entreprises liées à ce loisir. L'avenir de la chasse française passe par la conquête d'un autre public, plus féminin, plus jeune et plus urbain. La chasse reste une goutte d'eau dans le monde de la consommation, moins de 2% du marché national. Une faible empreinte économique, compensée par une présence beaucoup plus importante dans un autre domaine, politique celui-là. Quelles que soient les courses au pouvoir, municipales, départementales, législatives ou encore présidentielles, les chasseurs représentent là une force bien réelle, avec qui il faut compter.